Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence ici à Balard. Merci à ceux qui nous suivent en distanciel, avec un point presse consacré aujourd'hui au rôle de l'OTAN dans la crise ukrainienne. Et nous aurons le plaisir de recevoir dans quelques minutes, à distance, Madame l'ambassadrice Muriel Domenac, qui est la représentante permanente de la France à l'OTAN. Nous commençons, comme il en est l'usage, par quelques points d'actualité. Tout d'abord, un point d'actualité qui concerne l'armée de terre et un forum des chefs d'état-major de l'armée de terre de l'Union européenne qui se déroulera à Strasbourg du 22 au 24 mars. C'est dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. L'objectif de ce forum, c'est de renforcer la coopération entre les armées de terre de l'Union européenne, de valoriser leur interopérabilité, de prévoir des entraînements conjoints et adaptés pour, in fine, renforcer notre autonomie stratégique européenne. Cet événement se tiendra à l'Eurocorps, qui est un état-major multinational qui regroupe 10 nations européennes, qui est disponible pour l'UE et pour l'OTAN. Et il y aura une session lors de ce séminaire qui se tiendra au Parlement européen de Strasbourg. C'est la 8e édition de ce forum. La thématique est coopération, intégration vers une Europe plus forte, et il y aura 3 séminaires qui jalonneront cet événement du 22 au 24 mars, dont je vous donne les intitulés maintenant. Tout d'abord, contribution à la sécurité globale européenne, puis interopérabilité technique vers le combat collaboratif futur, puis prévention des crises par un dispositif de formation et d'entraînement des partenaires non européens. Voilà, deuxième événement dont je vous parle aujourd'hui, deuxième point d'actualité, la réception par la DGA de 15 000 pistolets semi-automatiques Glock 17. Alors vous vous en souvenez peut-être, c'était dans le cadre de la loi de programmation militaire et de la remontée en puissance de ce qu'on appelle les équipements à hauteur d'homme, les petits équipements, la dotation pour nos armées de pistolets semi-automatiques de nouvelle génération. Était prévue dans ce marché qui date de décembre 2019, était prévue la livraison de 74 596, donc près de 75 000 pistolets. Au total, avec les 15 000 nouveaux pistolets semi-automatiques qui ont été réceptionnés le 7 mars, nous arrivons à 60 000 pistolets déjà intégrés au sein de nos forces et près de 15 000 qui restent à livrer cette année en 2022. Alors je rappelle que le pistolet semi-automatique Glock est un pistolet dit de 5e génération qui remplace 2 pistolets qui étaient en dotation dans nos forces depuis plusieurs décennies, les pistolets Mach 50 et les PAMAS G1. Ce sont des pistolets de calibre 9 mm qui pèsent 700 grammes pour une mensuration, si je puis dire, de 114 mm. Voilà, et 17 cartouches de capacité dans le chargeur de ce pistolet semi-automatique. La répartition prévue de ces près de 75 000 armes, c'est à 80% pour l'armée de terre, 10% pour l'armée de l'air et de l'espace, et près de 10% également pour la marine nationale. Troisième point d'actualité, le lancement d'un programme qui s'appelle Numérique des métiers pour toutes. On avait donné il y a quelques semaines, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le pourcentage de personnel féminin qui travaille au ministère des Armées et qui s'élève à 20,7%. Il se trouve que dans les métiers du numérique, ce chiffre est plus faible, il s'élève à 14%, et donc il y a une action du ministère des Armées pour rehausser significativement ce chiffre de 14%. Cette initiative, elle est pilotée par le secrétariat général pour l'administration, et plus précisément un département en son sein qui s'appelle la Délégation à la transformation et à la performance ministérielle, la DTPM. Et donc le 8 mars, la DTPM a lancé cette initiative qui s'appelle Numérique des métiers pour toutes. Concrètement, ce sont un ensemble d'actions auprès des collégiennes et des lycéennes pour les inciter à embrasser des carrières du numérique au ministère des Armées, mais peut-être au-delà. Ça passe par des interventions d'ambassadrices, que ce soit du ministère des Armées ou du monde privé ou associatif. Ça passe par des ateliers type Vie Mon Job, c'est comme ça que ça s'appelle, pour transmettre la passion. Et enfin, on se rend dans un certain nombre d'écoles, de collèges, de lycées pour convaincre. Par exemple, récemment, à la Fabrique Défense, les ambassadrices du ministère en matière de numérique ont accueilli près d'une centaine de collégiennes. Voilà, donc pour mener à bien toutes ces actions, le ministère des Armées bénéficie d'un budget alloué par le plan de relance. Et nous avons signé une convention de partenariat entre la direction, la DTPM, donc la délégation, je vous prie de m'excuser, à la transformation et à la performance ministérielle d'une part, et 3 associations qui s'appellent ProLogin, Moi dans 10 ans et He4She. Voilà, donc il y a un certain nombre d'établissements, collèges, lycées qui bénéficient de ce programme. On fait ça en partenariat avec la Station F, avec la DINUM et avec plusieurs associations dont j'ai cité quelques-unes.
Voilà, quatrième point d'actualité, ça a été souligné cette semaine par la ministre lors de son déplacement chez ProEngin, mais je réinsiste dessus puisque c'est important. Ce sont des actions de soutien du ministère des Armées pour des PME de défense qui sont stratégiques pour nous, et donc des investissements dans 2 nouvelles sociétés à travers le fonds Definvest. D'une part, la société qui s'appelle Herma 38, qui est spécialisée dans la mécanique de précision à destination des secteurs du nucléaire, du spatial, de l'aéronautique, de la défense et du médical, en accompagnement d'une prise de contrôle par une autre PME qui s'appelle Groupe HPM, qui est spécialiste dans l'usinage de pièces de précision. Grâce à cette acquisition, le groupe dont je viens citer le nom, le groupe HPM, atteint une taille critique de plus de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui lui permettra d'adresser de nouveaux marchés et de répondre à de nouveaux appels d'offres. Donc ça, c'était le premier investissement réalisé par Definvest. Le deuxième, c'est au sein d'une PME qui s'appelle Groupe Masa, qui compte à peu près 40 personnes et qui est le leader mondial des logiciels de modélisation et de simulation de commandement pour la défense. Alors leur produit phare à destination des armées s'appelle Masa Sword, et donc ça permet la formation, l'entraînement des militaires au commandement et à la gestion de crise. Des militaires ou des civils d'ailleurs qui peuvent être impliqués dans des gestions de crise. Donc des préparations d'exercices complexes, de l'analyse après action des comportements, etc. Et donc cet investissement, là aussi, va lui permettre de renforcer sa position de leader mondial des logiciels d'entraînement pour les états-majors. Je rappelle que Definvest, c'est un fonds d'investissement doté de 100 millions d'euros. On en a doublé le montant lors de cette loi de programmation militaire. On l'a passé de 50 à 100. On a réalisé, avec ces 2 prises de participation, des montées au capital au sein de 13 PME qui sont stratégiques pour nous, pour une enveloppe globale à ce stade d'investissement à hauteur de 30 millions d'euros. Autre point d'actualité, vous connaissez ce concours, ce label que nous attribuons à des bandes dessinées qui s'appellent les Galons de la BD, 2e édition cette année. Et donc je vous annonce maintenant les finalistes qui s'affichent ici à l'image. Nous avions reçu 90 œuvres qui étaient proposées par 25 maisons d'édition et un jury composé à la fois de professionnels de la BD, du secteur artistique, et de passionnés du ministère des Armées ont sélectionné 6 finalistes parmi les 25 œuvres présélectionnées sur l'enveloppe totale des 90 au départ. Et donc les 6 œuvres sélectionnées, soit pour le Grand Prix doté de 6 000 euros, soit pour le Prix Histoire doté de 3 000 euros, sont les suivantes. Donc J'accuse sur l'affaire Dreyfus, aux éditions Delcourt, La Cellule, qui est une enquête sur les attentats du 13 novembre, aux éditions Les Arènes, Le Petit Théâtre des Opérations, chez Fluide Glacial, qui est un miscellané de plusieurs histoires. Bob Denard, Le Dernier Mercenaire, aux éditions Glénat. Madeleine Résistante, donc sur la résistance dans la Deuxième Guerre mondiale, aux éditions Dupuis. Et Spirou, L'espoir malgré tout, également aux éditions Dupuis. Voilà, donc 6 finalistes. Les gagnants, à la fois du Prix Histoire et du Grand Prix, seront connus dans les semaines qui viennent. En plus de ces 2 prix, et c'était une nouveauté de cette année, il y a maintenant un prix jeunesse qui est doté d'un montant de 3 000 euros. Il y avait 5 candidats a priori et 2 finalistes qui ont été retenus, qui sont, si ça s'affiche, L'école buissonnière aux éditions Bambou et L'insurgé de Varsovie aux éditions Delcourt. La singularité de ce prix, c'est qu'il est remis, décerné, choisi par des élèves de classes de défense, ce qui avant s'appelait les classes de défense et de sécurité globale. On a plusieurs centaines de classes avec lesquelles il y a des opérations de jumelage. Et bien, plusieurs de ces classes, 18 exactement, ont planché sur ces 5 œuvres et ont retenu ces 2 œuvres finalistes. Là aussi, les lauréats ou le lauréat sera connu dans les semaines qui viennent. Voilà, dernier point d'actualité, ça vous aura pas échappé, la sortie du film de Jean-Jacques Hano qui s'appelle Notre-Dame brûle. J'en parle parce que d'une part était au cœur de l'action des militaires qui sont les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui étaient au feu ce jour-là, et parce que ce film a bénéficié d'un accompagnement tout particulier de la mission cinéma et industrie créative de la DICODE. Cet accompagnement vis-à-vis des équipes de Jean-Jacques Hano et de monsieur Hano lui-même a consisté en une fluidification des rencontres entre la BSPP d'une part et les équipes de tournage d'autre part, a consisté également en la mise à disposition de matériel roulant, engins, équipements, qui avaient servi les 15 et 16 avril 2019, et la mise à disposition d'images réelles de l'incendie.
Voilà. Et puis on a accueilli le tournage sur les emprises de la BSPP, à la fois à Champéret, où se trouve l'état-major, et à la fois au centre de secours de Poissy, qui est dans le 5e arrondissement, qui était le premier à intervenir sur les lieux lors de l'incendie. Voilà. J'en ai fini pour ces points d'actualité. Auriez-vous des questions complémentaires? Sinon, je vais passer à l'agenda de Madame Parly. Alors, nous avons une question en audio, monsieur le porte-parole, de Jean-Marc Tanguy. Oui, bonjour, c'est deux questions en fait. La première sur DF Invest, est-ce que vous pouvez nous dire combien de millions d'euros ont été investis dans les deux sociétés dont vous avez parlé, puisque en plus ce sont deux cas a priori assez différents. Deuxième question sur la mission cinéma, puisque vous en parlez, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Combien a-t-elle touché pour les prestations qui ont été réalisées au profit du film de Jean-Jacques Hano, et quel est le montant des prestations qu'elle a obtenues en 2021? Merci. Merci, Monsieur Tanguy. Sur votre première question, on a coutume de ne pas communiquer sur le montant précis des investissements. Ce que je peux simplement rappeler, c'est la règle de l'autorité des marchés financiers qui borne à 10% du montant d'un fonds public, comme le nôtre, des prises de capital dans une entreprise. Donc concrètement, DF Invest est doté de 100 millions d'euros. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met un ticket dans une entreprise, on ne peut pas mettre plus de 10% de 100 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus de 10 millions d'euros. Donc chacun des tickets que je vous ai cités pour les deux entreprises est forcément strictement inférieur à 10 millions d'euros. Maintenant, on ne donne pas, pour des raisons d'équilibre de la gouvernance et vis-à-vis aussi des autres investisseurs qui ne souhaitent pas forcément communiquer sur le montant de leur investissement, on ne communique pas le montant précis. Je vous ai donné le chiffre macro pour les 13 entreprises dans lesquelles on a investi depuis que DF Invest existe, ça représente une trentaine de millions d'euros. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur des tickets qu'on prend à chaque fois dans ces PME. Sur la deuxième question, je suis un peu en peine pour répondre. Est-ce que quelqu'un saurait dans la salle répondre mieux que moi ? Ok, on reviendra vers vous, Monsieur Tanguy. Je suis désolé, j'ai pas d'éléments complémentaires. Jean Bexon, journaliste Boulevard Voltaire. C'était justement au sujet du film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle. Je voulais savoir s'il y avait des fonds qui avaient été alloués par le ministère des Armées sur ce projet cinématographique. Et aussi, est-ce qu'il y avait eu un regard et une expertise, un conseil sur le scénario et sur le processus de création artistique de cette œuvre cinématographique. Je vous remercie. Merci pour votre question. À ma connaissance, il n'y a pas eu de participation en espèces sonnantes et trébuchantes, si c'est votre question. Par contre, notre contribution, elle a consisté en ce que j'ai déjà décrit et deux points complémentaires, et vous m'invitez à en parler. C'est d'une part la relecture du scénario pour vérifier la crédibilité de l'action, le tempo, la façon dont les acteurs se positionnent quand ils combattent le feu, et effectivement, d'autre part, la formation des acteurs en tant que tel. Voilà. Autre question ? Non ? Eh bien, on va passer à l'agenda de Madame la Ministre. Pour la semaine prochaine, celui de la semaine est déjà connu. Donc la semaine prochaine, lundi 21 mars, elle participera à un Conseil des affaires étrangères défense à Bruxelles. Les deux sujets à l'ordre du jour seront la boussole stratégique d'une part et l'Ukraine d'autre part. Le lendemain, le mardi 22 mars, elle aura une visioconférence avec ses homologues de Takuba. L'objectif, c'est de faire un suivi des annonces du 17 février et de voir comment définir une stratégie à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest pour poursuivre la lutte contre les groupes armés terroristes. Ensuite, elle aura une audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale sur l'Ukraine. Ce sera une audition à huis clos, je la mentionne néanmoins. Le lendemain, elle aura un conseil restreint de défense et un conseil des ministres. Et le jeudi et vendredi 25 mars, elle se déplacera en Grèce pour la signature des accords et des contrats sur les frégates. Donc ce sont 3 plus 1 en option frégates de type FDI, dont à la fois les arrangements techniques et les contrats commerciaux devraient être finalisés et signés le 24 mars. Elle assistera ensuite au défilé qui est donné pour la fête nationale grecque, qui a lieu le 25 mars, défilé auquel participeront des rafales marines du Charles de Gaulle, qui se trouvera en escale à Athènes à ce moment-là. Je complète, même si la ministre n'y participe pas, mais pour votre bonne information, qu'il y aura un sommet de l'OTAN le 24, peut-être Madame l'ambassadrice pourra en dire un mot tout à l'heure, avec notamment le président américain. Et le même jour, le jeudi 24 mars, il y aura un Conseil européen qui doit précisément permettre l'adoption de la boussole stratégique dont la ministre et ses homologues discutent lundi prochain à Bruxelles. Voilà pour l'agenda de Madame Parly pour la semaine prochaine. Auriez-vous des questions ?
L'audition sur l'Ukraine à huis clos, c'est le mardi 22 mars après-midi. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais maintenant respectueusement céder la parole à Madame l'ambassadrice Muriel Doménac, qui est notre représentante permanente au Conseil de l'Atlantique Nord. Alors, on est déjà revenu plusieurs fois sur le dispositif qui est déployé sur le flanc est de l'Europe. Et le colonel Yanni reviendra sur les missions Aigle, IFP, EIP. Mais on a considéré qu'il était intéressant, en lien avec nos camarades du Quai d'Orsay, de vous permettre d'avoir une vision peut-être plus politique et stratégique de ce qui se joue en ce moment à l'échelle de l'Alliance Atlantique, et donc de céder la parole à Madame Doménac. Madame l'ambassadrice, si vous nous entendez, c'est à vous. Oui, bonjour Monsieur le porte-parole, bonjour Hervé, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement, Madame l'ambassadrice, vous pouvez y aller. Je vais présenter quelques éléments d'introduction et puis après, évidemment, je me tiendrai à votre disposition pour répondre aux questions sur le rôle de l'OTAN et les différents échanges actuellement. On avait une ministérielle défense hier. On a, comme vous l'avez indiqué, un sommet jeudi prochain. C'est normal, les responsables politiques de l'Alliance se réunissent avec beaucoup d'intensité en ce moment. Rapidement sur l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance défensive. L'OTAN, c'est 30 alliés d'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, et d'Europe, dont 21 membres de l'Union européenne. L'OTAN est une alliance défensive. Elle a vocation à défendre ses membres et leurs concitoyens. Et à cet égard, évidemment, l'article du traité de Washington, le traité de Washington, c'est le traité fondateur de l'OTAN, l'article du traité de Washington qui est le plus connu et légitimement, c'est l'article 5, ce que certains appellent la clause des mousquetaires, un pour tous, tous pour un, qui, en cas d'attaque armée contre l'un des membres, engage les autres membres à une réponse collective. Voilà. Donc, l'OTAN, la France ne l'a jamais quitté. J'entends parfois dans le débat politique en France qu'il faut faire comme le général de Gaulle, quitter l'OTAN. Bon, je me sens un peu, d'ailleurs, en ce moment, comme le disait un expert défense, je me sens un peu en sympathie avec ce que les épidémiologistes et les médecins ont dû vivre pendant la période du Covid, c'est-à-dire confrontés à une expertise improvisée de la part de beaucoup, et évidemment un débat politique un peu à la fois polarisé et souvent hystérisé. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc la France a toujours été membre de l'organisation du Conseil, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, toujours siégé au Conseil Atlantique. Nous avons entre 67 et 2009 quitté d'une part la planification de défense, qui était un dispositif spécifique. Deuxièmement, quitter la planification nucléaire, et troisièmement, quitter les états-majors intégrés de l'OTAN. Depuis 2008, nous avons rejoint la planification de défense de l'Alliance Atlantique, ce qui nous vaut d'ailleurs d'être célébré pour nos performances en matière de planification de défense. Nous n'avons pas rejoint la planification nucléaire parce que la dissuasion française est indépendante et nous ne participons pas aux arrangements nucléaires qui engagent
les alliés entre eux. Et enfin, nous avons redéployé des officiers dans les états-majors de la structure intégrée de l'OTAN, ce qui nous permet d'influencer les travaux en amont. Voilà, donc ambassadrice de France auprès de l'OTAN, je défends évidemment les positions de la France, mais j'explique aussi vis-à-vis des Français ce qu'est l'OTAN, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs également. Le sujet du moment, la guerre en Ukraine, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est évidemment un moment de basculement, pour moi aussi, hein, d'ailleurs, comme citoyenne, le retour de la guerre en Europe, pour l'ensemble d'entre nous ici à l'OTAN, à titre professionnel, comme personnel, puisque beaucoup d'entre nous avons des liens avec les Ukrainiens. L'Ukraine est un partenaire proche de l'OTAN, donc on a développé une culture du travail en commun. Et on reste en lien avec des collègues à Kiev. Cette guerre, c'est le choix de Vladimir Poutine. Nous avons jusqu'au bout, et tout en renforçant la posture de défense et de dissuasion de l'Alliance, offert la voie du dialogue, multiplier les contacts diplomatiques à titre national, tant que France, bien entendu, d'autres Européens également, et nous l'avons souvent poursuivi cette voie avec d'autres Européens, vous le savez, avec l'Allemagne en particulier. L'OTAN a proposé et organisé un Conseil OTAN-Russie le 12 janvier, l'OSCE et évidemment les États-Unis dans le cadre du dialogue bilatéral avec la Russie. Donc cette guerre, ni la France, ni l'Union européenne, ni l'OTAN ne l'ont voulu, et ni la France, ni l'Union européenne, ni l'OTAN ne sont en guerre avec la Russie. Mais la France, comme l'Union européenne et comme l'OTAN, ne prétend pas être neutre. Nous soutenons l'Ukraine sur les différents plans, on aura l'occasion d'y revenir. Nous faisons pression sur la Russie, sur les différents plans, pour l'amener à une négociation. Et d'abord à un cessez-le-feu. Nous avons parallèlement renforcé notre posture sur le flanc oriental. La France y prend toute sa part, avec nos trois armées, et du nord au sud du flanc oriental de l'Alliance. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir, et sans doute Hervé Grandjean aura à cœur de diffuser peut-être un graphique. Hervé, vous l'avez peut-être déjà fait. Donc, renforcement de la posture sur le flanc oriental et participation active de la France à ce renforcement. Ce que nos ministres se sont dit hier en deux mots, donc les ministres de la Défense ont réitéré à leurs collègues Oleksiy Reznikov, qui a participé à la session à laquelle siégeaient également la Suède, la Finlande et le haut représentant Joseph Borrell. Ils lui ont réitéré notre soutien à l'Ukraine, y compris notre soutien en matière d'armement. Alors il y a évidemment ce qu'on fait et ce qu'on dit, et vous aurez observé la retenue qui est celle de l'Alliance en la matière. Et puis deuxièmement, on s'est concerté également entre les 30 alliés pour évoquer le renforcement de notre posture sur le flanc oriental, et j'indiquais tout à l'heure combien la France y contribue, comme à chaque fois d'ailleurs qu'il y a un coup dur, la France est au rendez-vous de la solidarité. Ce sont les deux axes principaux de la discussion que nous avons eue hier à 30. Florence Parly a également rencontré ses homologues américains, allemands, britanniques et italiens dans le cadre de ce qu'on appelle un Quint, et elle s'est entretenue en bilatéral avec ses homologues polonais
et turque, deux pays qui ont un rôle important évidemment dans le contexte actuel. Voilà, quelques mots d'introduction comme convenu avec Hervé Grandjean, et je me tiens évidemment à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup Madame l'ambassadrice. On a plusieurs questions en salle et en audio et on va commencer avec Madame Benoît de l'agence France Presse. Bonjour Madame l'ambassadeur. J'aurais 3 questions. Tout d'abord, quel accueil réserve la France à l'OTAN à la proposition formulée par le vice-premier ministre polonais lors de son passage à Kiev d'une mission, et si vous avez des clarifications, parce que j'ai pas très bien compris de quoi il pouvait s'agir, une mission de paix de l'OTAN en Ukraine, sachant que c'est compliqué puisqu'il y a la guerre. Donc j'aurais voulu avoir votre position là-dessus. Deuxième question, je voulais savoir dans quelle mesure l'OTAN était inquiète de la sécurité des voies d'approvisionnement des armes que vous vous efforcez d'envoyer à l'armée ukrainienne, puisqu'on voit que la Russie a notamment frappé la base militaire de Yavoriv, par lequel certaines de ces armes transitent. Et troisième question, qu'est-ce que c'était déjà ? Je ne sais plus, excusez-moi. Je m'en tiendrai à 2. Excusez-moi, ça m'est revenu. J'avais une question sur l'évaluation, comment l'OTAN évalue la possibilité d'une intervention biélorusse en Ukraine. Merci. Hervé, est-ce que je réponds aux questions une par une ? Oui, si ça vous convient, tout à fait. Oui, Oui, on fait journaliste par journaliste habituellement, si vous en êtes d'accord. Ok, donc je vais répondre à la question de la dame Benoît, en précisant d'ailleurs que j'ai été nommée ambassadrice auprès de l'OTAN et pas ambassadeur auprès de l'OTAN, car je suis une fille et voilà, c'est un titre qui à force de droit dans le journal officiel, donc c'est pas une revendication, c'est le droit. Sur votre premier point sur la proposition polonaise, je pense que vous avez la réponse à votre question, hein, vous l'avez noté, on insiste tous sur la priorité qui s'attache à un cessez-le-feu. Et là-dessus, il y a un consensus, hein, et la plupart des ministres ont insisté là-dessus. Pour un cessez-le-feu, il faut construire un rapport de force. Pour construire un rapport de force, il faut alourdir le prix de la guerre pour le président russe. C'est le sens aussi du 4e train de sanctions qui a été adopté à l'Union européenne. C'est le sens aussi de la démarche qu'on conduit dans le cadre du G7. Ce sera évidemment à l'ordre du jour du Conseil européen du 24 mars. Donc c'est ça la priorité. La proposition polonaise à laquelle vous faites référence n'a pas été discutée en tant que telle hier. Elle a surtout été formulée dans des termes qui réunissent le consensus, c'est-à-dire d'avoir un cessez-le-feu et, si possible, après un accord de paix. D'une manière générale, moi, ce qui me frappe dans les échanges actuellement entre alliés, et par-delà les différences de sensibilité, évidemment, entre alliés qui sont en première ligne, comme la Pologne, dont tout le monde a d'ailleurs salué l'action en soutien aux réfugiés, et d'autres alliés qui étaient réputés moins sensibles à la menace russe, c'est en fait le rapprochement des positions et la cohésion. Alors, ça tient au fait qu'on a tellement voulu éviter cette invasion que on a préparé, on a déminé en amont ce qui pourrait être des sujets de différence. Et donc,
réellement, les échanges donnent pas lieu à des positions tranchées, différentes, à des débats tendus. Voilà ce que je peux dire sur l'état de la discussion. Vous aviez une deuxième question. C'était sur la Oui, sur sécurisation, bien sûr, la bien sûr. sécurisation des approvisionnements des armes. Ouais, alors, sur Yaroviv et la sécurité des approvisionnements, je crois que pour des raisons de sécurité des approvisionnements, évidemment, on reste discret. Donc, faut pas s'attendre à ce que je puisse être spécifique. Il y a dans l'action envers Yaroviv évidemment une tentative d'intimidation des alliés et de l'OTAN en frappant à 20 km de la frontière polonaise. Sans doute aussi l'idée de préempter toute idée de zone d'interdiction de survol, ce qu'on appelle une no-fly zone, qui puisse être limitée à l'ouest de l'Ukraine. Vous savez que ça a pu être formulé à un certain moment, et je pense que les Russes cherchent à montrer avec un bombardement à partir de bombardiers stratégiques qu'il n'y a pas de no-fly zone limitée qui puisse tenir une zone d'interdiction de survol. Ça n'est pas une mesure défensive, c'est une mesure offensive, et c'est une mesure qui peut pas être limitée en fait au point d'application qu'on veut protéger. Ça suppose une capacité d'engagement jusqu'à la source de l'action. Et la source de l'action, s'agissant de bombardiers stratégiques, évidemment, elle est en Russie. Donc, je crois que les Russes, évidemment, cherchent à faire passer le message, comme Vladimir Poutine l'a dit du reste, hein, que ils mettent les alliés au défi d'un engagement direct. Et ce qu'on parvient à faire jusqu'à présent, c'est justement à nous porter en soutien de l'Ukraine de toutes les manières possibles en restant responsable et en évitant toute escalade, toute situation de co-belligérance. Je vous renvoie à la discrétion en matière de communication sur les livraisons. Et sur l'insistance des uns et des autres, à commencer par les Américains, sur ce qu'on est prêt à faire et ce qu'on prend la responsabilité de ne pas faire, c'est-à-dire prendre le risque d'une escalade et d'une confrontation directe. Et peut-être sur la dernière question de Madame Benoît sur le Bélarus. Oui, excusez-moi, sur le Bélarus également. Le risque d'une escalade au Bélarus, évidemment, il est à l'esprit de tous pour plusieurs raisons. D'abord, la proximité du Bélarus de la capitale ukrainienne. Ensuite, la limitation des marges de manœuvre du régime bélarusse dans un contexte où manifestement les forces armées bélarusses connaissent une vague de défection, et donc ça engage ça peut engager les autorités vers une fuite en avant. Mais ce qu'on observe jusqu'à présent, et je vous renvoie aussi évidemment aux analyses des Polonais qui sont en première ligne et donc fort instruits là-dessus. C'est une certaine posture de retenue du Bélarus vis-à-vis des alliés. Donc le risque d'escalade vis-à-vis des alliés, il est limité, mais évidemment que le Bélarus est en situation de belligérance vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'il a facilité
et servi de point d'appui à l'offensive sur Kiev. Je vais saisir l'occasion aussi pour dire que les forces en présence côté russe comme bélarusse ne nous paraissent pas jusqu'à présent chercher l'incident avec les alliés. C'est un point important à signaler. Bonjour Madame l'ambassadrice. J'avais une question de fait au sujet de la frappe sur Yavoriv qu'évoquait ma consoeur. Peut-être représentez-vous pour Madame l'ambassadrice qui ne vous voit pas. Tout à fait. Jean Bexon, Boulevard Voltaire, journaliste. Donc il y a eu dimanche dernier une frappe russe à Yavoriv, 8 missiles de croisière, notamment sur la base des volontaires internationaux, la Légion internationale ukrainienne. Certaines sources, notamment un encadrant de volontaires français, fait état d'au moins une dizaine de volontaires français de nationalité française morts, décédés lors de cette frappe. Avez-vous des informations claires à ce sujet et de fait, quelles vont être les mesures, par exemple, pour le rapatriement des dépouilles de ces volontaires français? Je vous remercie. Merci. Je n'ai aucune information à ce sujet. Donc pour l'heure, on ne sait pas si pas confirmé qu'il y a des personnes, des volontaires de nationalité française qui sont morts lors de cette frappe. C'est pas un sujet traité à l'OTAN. Ça n'intéresse pas l'OTAN que des volontaires français meurent dans ce conflit. Personnes de 20 ans, par exemple. Pardon ? Que des jeunes, par exemple, qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont engagés en tant que volontaires. C'est pas un sujet traité à l'OTAN. Ok, je vous remercie. Bonjour Madame l'ambassadrice, Myriam Crafray, journaliste indépendant. Je voulais revenir sur les histoires d'approvisionnement. Vous avez cité le mot co-belligérant. Y a-t-il des règles qui vous permettent de définir le moment où l'on passe de l'aide, ou le moment où l'on franchit la ligne de la co-belligérance? Il y a eu l'affaire des MiG-29 polonais et on entend à nouveau parler d'une histoire d'approvisionnement d'avions, de drones, d'avions kits, de pilotes, tout ça n'est pas très clair. Quelles sont les règles qui vous permettent de dire jusqu'où vous pouvez aller dans l'approvisionnement et lorsque vous passez dans la co-belligérance? Merci beaucoup. Alors, il y a évidemment une discussion parmi les juristes en droit de la guerre et en droit international sur ce qu'on définit comme étant la co-belligérance. Je simplifie ce que nous comprenons, et c'est vraiment un élément de conclusion des discussions entre alliés. Il y a deux éléments qui constituent, je dirais, la co-belligérance. Le premier, c'est l'implication de personnel des gouvernements sur le terrain, donc des gens qui agissent sous l'uniforme des forces armées régulières dans le conflit. Et le deuxième élément, c'est un contrôle effectif sur les forces armées de l'un des belligérants. Donc ça, c'est grosso modo les deux éléments qui constituent la belligérance. Un élément qui ne constitue pas la belligérance, hein, c'est la livraison d'armement à un pays qui se défend et a le droit de se défendre au terme de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. On prend une question en salle et ensuite on va basculer en audio, Madame l'ambassadrice. Madame l'ambassadrice, bonjour. Christophe Feuvion pour les magazines Airfan et Défense Expert. 3 questions brèves, si vous le permettez. Première question, vous avez bien sûr évoqué donc, un partenariat proche de l'Ukraine avec l'OTAN. Donc en dépit en fait d'un capital sympathie que l'on peut avoir avec ce pays, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous entendez par partenaire proche donc, de l'OTAN?
depuis donc, 2014, est-ce qu'il y a eu en fait des groupes de travail pour peut-être avoir l'idée d'intégrer ce pays dans l'OTAN peut-être dans l'avenir, malgré le fait que Monsieur le Président Poutine était fortement opposé à cet objectif? Première question. Deuxième question, pouvez-vous aussi nous rappeler le poids de la France dans l'OTAN au niveau de son financement? On se rappelle que le président Trump avait tensé notamment les Allemands pour qu'ils dépensent beaucoup plus pour leur budget militaire, ce qui a été fait d'ailleurs depuis. Et enfin, vous l'avez rappelé très justement, effectivement, l'OTAN est une alliance défensive. Donc, est-ce que peut-être est-il utile de revoir un petit peu le modèle, et vu les tensions actuelles, et quelle est aussi la ligne rouge à ne pas dépasser à votre avis, notamment par rapport à la tension actuelle? Et dernier point par rapport à ça, certains évoquent aussi des menaces sur la Suède et la Finlande. En vous remerciant, madame. Merci beaucoup. Sur la relation de partenariat qu'on a avec l'Ukraine, c'est une relation qui est ancienne et qui vaut à l'Ukraine d'être un partenaire, ce qu'on appelle aux opportunités renforcées. Et dans ce contexte, un certain nombre d'alliés ont entretenu une relation proche qui s'est traduite par des échanges dans la formation, dans la livraison d'un certain nombre d'armements, et tout ça a beaucoup concouru à ce que les forces armées ukrainiennes parviennent à se défendre beaucoup mieux qu'elles n'avaient pu le faire en 2014. Donc, ce partenariat, il s'incarne concrètement. Ce sur quoi je voudrais vraiment insister, parce que c'est souvent au cœur du débat en France, et ça fait l'objet souvent, je disais en plaisantant tout à l'heure que je me sentais parfois comme les épidémiologistes pendant le Covid, c'est sur le fait que la question de l'élargissement à l'Ukraine, même la question du MAP, du plan d'accès à l'adhésion, n'est pas sur la table à l'OTAN, elle n'est pas sur la table depuis longtemps. Il y a eu un débat en 2008, et depuis, si vous regardez les communiqués de l'OTAN, la perspective de l'adhésion de l'Ukraine, si l'Ukraine le souhaite, elle est réitérée par des alliés, mais aucun allié, je dis bien aucun allié, à commencer d'ailleurs par les États-Unis, ou personne au secrétariat international, à commencer par le secrétaire général Jens Stoltenberg, ne propose ni l'adhésion de l'Ukraine, ni d'accorder à l'Ukraine le plan d'accès à l'adhésion. Donc, faire du sujet de l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine un élément déclencheur du conflit, finalement, c'est une grande partie d'ailleurs du récit russe. En réalité, la guerre décidée par le président Poutine, elle n'est pas à propos de l'élargissement de l'OTAN, qui, encore une fois, n'est pas sur la table. Je crois que c'est une décision qui est motivée par des considérations beaucoup plus profondes si je puise dans mon expérience personnelle de l'Ukraine, parce que moi, il se trouve que j'ai commencé ma vie de fonctionnaire en Ukraine il y a très longtemps, il y a 20 ans. Je crois que c'est la proximité envers la Russie d'un pays qui lui est très proche et qui, avec des difficultés, est une démocratie tournée vers l'Europe, tournée vers la démocratie, qui pose question au régime russe tel qu'il a évolué. Donc, je reviens sur la question des relations de l'OTAN avec
l'Ukraine, c'est un partenariat qui a permis, je crois, de rehausser les performances des forces armées ukrainiennes, mais il n'y avait pas de plan ni caché, ni imminent de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN à court terme. C'est en ça d'ailleurs que le président Zelensky a, je crois, beaucoup de réalisme dans ses propos d'hier sur la question de la perspective d'élargissement. Cela étant, c'est vraiment une décision à prendre par l'Ukraine. Avec les alliés, et personne ne donnera un droit de veto à la Russie. Vous savez, les principes relatifs à la sécurité européenne, les fameux principes de la charte d'Helsinki, de la charte de Paris, qui ont été agréés dans le cadre de l'OSCE, c'est-à-dire la souveraineté, l'intégrité territoriale, le libre choix des alliances, ce sont des principes qui ont été actés non pas sans, non pas contre, mais avec la Russie. Alors, je reviens au deuxième pendant de votre question sur le partage du fardeau au sein de l'OTAN. C'est évidemment un élément essentiel. Hein. Essentiel, pas seulement parce que ce sont les attentes des États-Unis d'Amérique, essentiel parce que il est temps que les Européens, entre guillemets, se réveillent de leur sieste stratégique, et il est temps que les Européens procèdent au réarmement stratégique qui est nécessaire, parce que nous ne vivons plus en paix, nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne vivons plus en paix. Nous voyons le retour de la guerre en Europe. Le flanc oriental est soumis évidemment à une pression accrue. Et donc, je renvoie évidemment à Hervé Grandjean sur la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Je crois pouvoir dire que la France s'enorgueillit d'avoir mis en œuvre au centime près et à l'euro près la loi de programmation militaire. On est sous votre contrôle, Hervé, à 40 milliards. Hein. Oui, 41 précisément pour 2022, tout à fait. Voilà, 41. Et on était parti de 27. Hein. De 32 en 2017, oui. 32, voilà, vous connaissez mieux les chiffres que moi. De 32 en 2017. Hein, donc, on a renforcé notre effort de défense et c'est aussi ce qu'on veut faire hein, dans le cadre de l'Union européenne. C'est aussi l'agenda du Conseil européen de la semaine prochaine auquel Hervé Grandjean faisait référence, hein, avec l'adoption d'une boussole stratégique qui sera évoquée entre ministres de la Défense lundi prochain, c'est-à-dire d'un réveil stratégique des Européens et d'un effort en matière de défense avec des propositions qu'on attend de la part de la Commission pour mai prochain pour réduire nos lacunes capacitaires, accroître nos investissements, améliorer la mobilité militaire en Europe. Et tout ceci de façon complémentaire avec l'OTAN. Faire davantage et mieux partager le fardeau entre Européens et Nord-Américains, c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour l'Alliance Atlantique aussi. J'en viens à la troisième partie de votre question. Est-ce que l'OTAN doit changer de modèle ? Je vous dirais bien franchement que il y a eu un processus de renforcement de notre posture sur le flanc oriental depuis 2014, c'est-à-dire depuis l'annexion de la Crimée et l'invasion d'une partie des oblasts de Louhansk et Donetsk. Et évidemment, Vladimir Poutine, avec l'agression de l'Ukraine, suscite une accélération de ce mouvement. C'était une grande partie de la conversation hier entre ministres de la Défense, c'est-à-dire
une consolidation des déploiements sur un flanc oriental qui va de la Norvège à la Méditerranée orientale. Alors la France est présente tout le long du flanc oriental. Actuellement, il y a un exercice qui s'appelle Cold Response, qui est un exercice significatif de plus de 30 000 militaires. La France y est présente avec 3 200 militaires. C'est un exercice qui a été, alors je le signale, dûment notifié à la Russie. Et d'ailleurs, les Norvégiens ont eu l'intelligence de se filmer en train de notifier l'exercice à la Russie. La France est présente, je descends vers le sud, en Estonie, avec depuis mi-mars un renfort de son dispositif. On a 350 militaires, à la fois une présence terrestre dans le cadre de la présence avancée de l'OTAN qui a été actée depuis 2016, mais aussi dans le cadre de la police du ciel, avec des Mirage 2005. Je continue de descendre en Pologne. Nous déployons depuis le 24 février, c'est-à-dire depuis le jour de l'offensive, des moyens de police du ciel avec des rafales. Et puis en Roumanie, alors là je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est particulièrement important. La France a pris l'initiative dès le 19 janvier d'offrir sa contribution à une mission de type EFP, c'est-à-dire présence avancée de l'OTAN. Nous devenons donc ce qu'on appelle nation cadre de ce dispositif. Donc, en gros, il s'agit de faire en Roumanie l'équivalent de ce qu'on a fait en Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne, en complétant le dispositif avec la Roumanie. Pourquoi la Roumanie? Parce que la pression sur l'Ukraine en janvier expose particulièrement ce pays qui a plus de 600 km de frontières avec l'Ukraine. Et donc, alors même que nous étions encore en train d'explorer les voies diplomatiques d'une solution avec la Russie en janvier, le président de la République, dans les vœux aux armées le 19 janvier, a annoncé la disponibilité de la France à concourir à cette mission en prenant un rôle de responsabilité. Évidemment, au lendemain de l'invasion, le 24 février, lors d'un sommet extraordinaire de l'OTAN, Emmanuel Macron a confirmé cette disponibilité qui avait été explorée par des déplacements de Florence Parly dès le 27 janvier, de mémoire sous votre contrôle Hervé, et de Jean-Yves Le Drian le 2 février. Je crois il s'était entretenu devant le Parlement roumain. Bon, on a une longue tradition de coopération avec la Roumanie, et donc 500 militaires, 550 d'ailleurs, sous votre contrôle Hervé, ont été déployés dans le cadre de la mission Aigle qui a été lancée le 3 mars. Ils ont été rejoints par 300 Belges et d'autres les rejoindront prochainement. C'est évidemment significatif. J'ajoute que le groupe aéronaval a basculé une partie de ses moyens vers la Méditerranée centrale et assure des missions de police du ciel au-dessus de la Roumanie, au-dessus de la Bulgarie. Au profit aussi de la surveillance de la situation en Bosnie-Herzégovine. Vous savez que l'Union européenne a une opération qui s'appelle Altea. Et puis d'ailleurs à la demande des autorités croates et suite à l'incident du drone arrivé à Zagreb le 10 mars, le groupe aéronaval a envoyé des moyens pour surveiller le ciel croate. Voilà, donc terre, air, mer, du nord au sud du flanc oriental. Je crois que c'est extrêmement important de souligner notre implication. Je crois qu'il y a
je suis pas là pour faire de la publicité négative, mais je vais faire de la publicité positive pour l'engagement français au service de la sécurité des alliés. Il y a peu d'alliés qui font ça actuellement. Et ça témoigne encore une fois que la France est au rendez-vous de la solidarité alliée. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. On va basculer en audio avec des questions de Monsieur Tanguy et de Monsieur Barotte, et je pense que ça conclura ce focus thématique sur l'OTAN. Alors, Monsieur Tanguy, peut-être. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, merci de cet exposé vraiment très complet, Madame, notamment pour la partie militaire. J'ai quelques questions pour réagir à ce que vous avez dit. Si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine le 24 février, à votre avis, quand est-ce que la France aura déployé son dispositif Aigle en Roumanie? C'est-à-dire, pour dire les choses autrement, quand est-ce que c'était prévu, en fait? Deuxième question, comment l'OTAN évalue la possibilité de simplifier les démarches pour les transferts d'armement entre les États de l'OTAN et éventuellement vers d'autres? Vous le savez, tout ça est régi par des licences, des textes administratifs de cession, etc. Question, s'il vous plaît. Oui, donc je ne sais pas si vous avez entendu la question précédente sur la simplification des procédures administratives entre pays pour céder des armements et évidemment le faire vers un pays qui n'est pas membre de l'OTAN, à savoir l'Ukraine. Par ailleurs, et juste pour l'avoir de la bouche d'une diplomate qui sait forcément la bonne réponse, il n'y a donc pas d'automaticité à l'article 5, ça tout le monde l'a compris, mais qu'est-ce qui se passera, quelles sont les options en fait dans le droit de l'OTAN et dans les relations internationales si un pays de l'OTAN est attaqué? Est-ce que ça engagera et comment ça engagera les autres membres de l'OTAN? Merci Madame. Merci Jean-Marc. Madame l'ambassadrice, s'il vous plaît. Donc la question portait sur les licences d'armement et les exportations d'armement. Alors en fait, l'OTAN n'est pas une organisation normative, donc il y a une législation à l'Union européenne, hein, mais pas à l'OTAN. S'agissant de l'article 5, vous savez, plus on monte haut en intensité, moins on est spécifique sur les détails. Donc l'article 5 n'a jamais été codifié dans ses modalités. C'est un engagement extrêmement fort, hein. Il n'a été invoqué qu'une fois en septembre 2001. C'est vraiment l'expression de la volonté politique des alliés, mais vous avez entendu le président des États-Unis réitérer avec force et les alliés le faire avec force, le fait que nous défendrons chaque centimètre carré du territoire de l'Alliance. Donc, il y avait une tout début de votre question que j'ai peut-être raté. Ah oui, en Roumanie, voilà, c'est ça. Alors, en Roumanie, oui, en Roumanie, vous avez raison. Alors, techniquement, alors c'est un peu compliqué. En janvier, il s'agissait pour nous de faire une offre de contribution à un dispositif de type EFP, donc présence avancée de l'OTAN, si les alliés en décidaient ainsi. Le processus de mise en place de ce dispositif de type EFP, il se poursuit et il arrivera à son terme très prochainement, sans doute en avril. D'ici là, et suite à l'invasion de l'Ukraine, ce que nous avons fait, c'est que, conformément à la demande du SACEUR, donc le commandement des forces alliées en Europe, nous avons déployé un élément avancé, en fait, avec des forces issues de l'élément le plus réactif de la force de réaction de l'OTAN qui s'appelle la VJTF. Donc nous avons pris le bataillon qu'on appelle fer de lance de la VJTF, hein, pour le déployer en Roumanie. Et dès que le processus de décision de l'OTAN sera arrivé à son terme, notre présence basculera dans le cadre de ce qu'on appelle la présence avancée de l'OTAN.
c'est-à-dire l'EFP. Donc pour l'instant, on est là au titre de la VJTF, en élément avant-coureur de l'EFP, et très vite, on sera là dans le cadre de l'EFP. Pour ce qui concerne la France, nous sommes prêts à nous déployer dès que la décision collective est prise. Parfois, le multilatéral, ça prend du temps, mais on y gagne en appropriation de la décision par tout le monde. En tout cas, l'important, c'est qu'on est là sur le terrain. On a préparé les choses en amont. Et encore une fois, la France a été très tôt, dès janvier, au rendez-vous de la solidarité alliée. Merci, Madame l'ambassadrice. Peut-être Monsieur Barotte en ligne. Oui, bonjour Madame l'ambassadrice. Nicolas Barotte, deux questions. La première, est-ce que vous pourriez nous dire comment cette guerre en Ukraine impacte directement le concept stratégique de l'OTAN qui devait être adopté, qui doit être adopté en juin? Et deuxième question, il y a 2 ans, le président Macron parlait de la mort cérébrale de l'OTAN. Est-ce que cette critique vaut encore ou est-ce que l'OTAN est sortie du coma? Merci. Donc première question sur le concept stratégique. Oui, bien sûr que la situation en Ukraine aura un impact sur la réflexion relative au prochain concept stratégique qui doit être adapté à Madrid. D'ores et déjà, elle a un impact sur la boussole stratégique de l'Union européenne, qui fera le constat que nous ne sommes pas en paix. Il y aura sans doute un accent particulier placé sur la mission de défense collective. Vous savez que actuellement, l'Alliance se reconnaît 3 missions principales, l'une de défense collective, la deuxième de sécurité coopérative et la troisième de gestion de crise. Donc on s'attend évidemment à un accent particulier porté sur la défense collective. Nous, ça nous va bien parce que on est vraiment des tenants de l'Alliance Atlantique comme alliance militaire. Vous savez, les Français sont en fait des orthodoxes à l'OTAN, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous comptons et croyons dans l'OTAN pour ce qui est sa valeur ajoutée et son cœur de métier autour de l'article 5, de la notion d'alliance et ce que ça implique en termes d'efforts de défense, de préparation des forces, de capacité à s'éprouver au combat. La dimension nucléaire de l'Alliance également est un élément essentiel pour la France, avec les forces, la dissuasion française concourt, c'est acté depuis une déclaration de l'Alliance à Ottawa en 1973 à la dissuasion et à la défense collective de l'OTAN dans son ensemble. Donc, cet accent placé sur la défense collective dans le cadre du prochain concept stratégique, ça nous va bien, de même que l'insistance sur le cœur de métier et la sécurité de la zone euro-atlantique. Et donc, évidemment, là, on est dans du dur, on est dans le cœur de métier, on est là où l'Alliance Atlantique est attendue, avec une administration américaine qui est extrêmement claire sur la défense des alliés, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé sous l'administration précédente, époque durant laquelle chacun se disait tout bas qu'il s'interrogeait sur la garantie de sécurité américaine et pour éviter le sujet, et ce que tout le monde savait mais ne pouvait pas croire en fait, c'est-à-dire c'est typiquement un mécanisme de déni, ce qu'on sait mais qu'on ne peut pas croire. Eh bien, il y avait une conversation qui évitait les sujets.
Donc avec une vraie interrogation sur le leadership et finalement la garantie de sécurité américaine à l'époque. Des vraies interrogations sur les capacités des Européens à prendre leurs responsabilités. Et puis, vous vous souvenez, la crise de solidarité qu'on avait eue à l'époque dans le contexte d'une offensive turque non concertée dans le nord-est syrien et d'une annonce de retrait unilatéral des forces américaines. Bon, ces trois éléments... la crise de leadership, on voit qu'on a une administration américaine qui est soucieuse à la fois d'exercer son leadership, mais aussi de le faire dans la concertation, avec besoin que les Européens prennent leurs responsabilités. On voit bien que le président Biden, la semaine prochaine, le 24, a choisi de venir à Bruxelles parce qu'il y a un Conseil européen, et d'ailleurs un Conseil européen qui va acter un certain nombre de décisions en matière de défense européenne. Donc on a un allié américain qui a besoin et se concerte et se coordonne avec l'Union européenne. On a des Européens qui prennent leurs responsabilités. Je ne reviens pas sur les décisions allemandes qui sont significatives. On a d'autres Européens qui prennent des responsabilités accrues sur leur effort de défense. Vous avez entendu le Danemark d'ailleurs qui va conduire un référendum sur la politique européenne de sécurité et de défense sur lequel il a un opting out pour le moment. Et puis une relation avec l'allié turc qui, dans la franchise, s'est aussi améliorée. Donc, une alliance recentrée sur son cœur de métier, unie et dans la cohésion, ça aussi c'est un effet de la guerre choisie par Vladimir Poutine. Et une France qui est au rendez-vous. Il y a des constantes, vous savez, dans la posture de la France vis-à-vis de l'OTAN. La première, c'est la base, c'est qu'on ne l'a jamais quittée. La deuxième, c'est que pour être alliés, nous n'avons jamais été alignés. Pour les raisons que j'ai indiquées, on est sans doute moins dépendant de la garantie de sécurité américaine que d'autres du fait de la dissuasion nucléaire. La troisième, c'est que nous disons les choses, y compris durant les années Trump, dans ce contexte de déni, mais lorsque nous sommes d'accord, nous disons aussi et nous manifestons aussi, et c'est donc le rendez-vous de la solidarité que j'ai évoqué tout à l'heure, et je crois que c'est important vis-à-vis des Français que la France fasse connaître ce qu'elle fait dans le cadre de l'OTAN pour la sécurité européenne de façon complémentaire, cohérente avec ce que nous promouvons dans le cadre de l'Union européenne. Le réarmement stratégique des Européens, c'est bon pour l'Europe, c'est nécessaire pour l'Europe, mais c'est bon et nécessaire pour l'Alliance Atlantique aussi. Voilà, c'est peut-être ma conclusion sur cette pétition de principe et de réalité. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. On arrive quasiment au terme de votre intervention, pour laquelle on vous remercie. On va prendre une toute dernière question en salle, et ensuite on va basculer au point sur les opérations. Monsieur... Merci, Philippe Ricard pour le journal Le Monde. Merci, Madame l'ambassadrice. Vous m'entendez ? C'est deux questions à propos de l'élargissement de l'OTAN. D'abord, vous avez fait référence aux propos récents de M. Zelensky qui semblait prendre des distances avec le projet d'intégrer à tout prix l'OTAN. Je voulais savoir quel était le corollaire de cette déclaration pour l'Alliance Atlantique. Est-ce qu'il y avait eu hier notamment, ou la semaine prochaine, des discussions entre alliés sur ce que ça pourrait représenter comme effort quand même pour l'Alliance Atlantique d'avoir un pays partenaire, allié, mais qui resterait à l'écart de son plein gré, d'une part. Et d'autre part, c'est dans la perspective éventuelle de l'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande, deux pays qui ont l'air de s'interroger
de façon accélérée à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez le sentiment que ces deux adhésions à l'OTAN sont inéluctables? Et qu'en pense la France? Est-ce qu'on a le sentiment en France que c'est une bonne idée de mettre ça à l'ordre du jour, ou est-ce que c'est un peu précipité vu le contexte et les tensions que ça pourrait susciter avec Moscou? Merci. Oui. La France a la position du traité et du traité de l'Atlantique Nord, hein, et des principes de sécurité européenne qui ont été actés en 89 et 90, hein, encore une fois avec la Russie. C'est-à-dire la liberté de choix des alliances, hein, s'agissant des principes de sécurité européenne, et s'agissant de l'article 10 du traité de Washington, la porte ouverte dans la mesure où les candidats sont des démocraties avec un contrôle démocratique sur les forces armées, et deux, où ils ajoutent à la sécurité de l'Alliance. Donc, s'agissant de l'Ukraine, je crois que j'en ai amplement parlé tout à l'heure, et non, ça n'a pas fait l'objet de débats hier, parce que les déclarations du président Zelensky étaient postérieures, je crois, à l'horaire de nos réunions. Je fais une parenthèse, mais à l'OTAN, enfin c'est un élément de contexte, à l'OTAN nous n'avons pas de téléphone, donc nous passons en fait nos journées, et c'est propice à la consultation, relativement coupé du flot de l'actualité. Donc c'est un élément de concentration des uns et des autres sur la consultation, et puis deux, ça permet de pas réagir à chaud sur l'actualité. Donc l'Ukraine, j'en ai amplement parlé tout à l'heure, et non, les ministres ne l'ont pas abordé, et c'est vraiment je crois le choix du président Zelensky de clarifier les choses à cet égard. La Finlande et la Suède, évidemment, se qualifient tout à fait au regard des critères que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est un choix qu'il leur revient de faire, avec des débats dont on voit qu'ils évoluent dans leur pays. Donc nous sommes ouverts à la porte ouverte. Très bien. Merci infiniment, Madame l'ambassadrice, pour toutes vos explications. Merci d'avoir accepté notre invitation, et bon courage et bon travail. Merci encore en notre nom à tous, et on va maintenant passer au point sur les opérations par le colonel Yanni. J'espère que je vais capter un peu votre attention, là, quand même. Donc là, cette semaine, je vais faire un point sur Barkhane et sur la partie flanc Est. Je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit l'ambassadrice, qui pourrait presque occuper mon poste, mais beaucoup plus brillamment. Donc je vais vous faire un point surtout sur toutes les missions qu'on a conduites au cours des derniers jours, et je vous ferai un petit point sur la perception que nous avons de la situation militaire en Ukraine. Ça nous donnera peut-être l'occasion d'échanger. Suivante, s'il te plaît. Ok. Alors sur Barkhane, ce qui est le fait majeur, c'est qu'en fait on continue le désengagement de la force, et la réarticulation hors du territoire malien. C'est conduit en coordination avec les partenaires. Donc un nouveau convoi de désengagement de la BOA de Gossi du 8 au 11 mars 2022 par un sous-groupement tactique désert du GTD Hermès, donc qui a effectué un convoi, qui a conduit un convoi entre Gossi et la PFOD de Gao. Et c'est le deuxième convoi majeur pour Gossi qui sera transféré aux forces maliennes dans les prochaines semaines. Ensuite, on a débuté le désengagement de la BOA de Ménaka avec un convoi qui s'est étalé qui a duré du 2 au 10 mars 2022, qui a été conduit par le groupement tactique logistique Phoenix. Un convoi logistique de 80 véhicules qui est parti vers Ménaka
pour ensuite pour approvisionner Ménaka, puisqu'on a quand même des militaires qui vont rester sur place encore quelques temps, et qui ramènent une partie du fret et du matériel, notamment de Takuba, vers Gao, avant un rapatriement en France. Cette manœuvre logistique a été conduite avec l'appui de Mirage 2000C et 2000D du détachement chasse de la base aérienne projetée de Niamey, qui a appuyé la progression du convoi, et n'a pas rencontré de difficultés particulières. Simultanément, durant la même période suivante, comme les opérations logistiques sont conduites et en même temps on continue les opérations contre les GAT pour préserver notre liberté d'action. Le 13 mars, on a eu une livraison par air au profit d'un groupement tactique désert, le GTD Bruno. C'est le 3e RPIMA qui est stationné, qui s'engage à partir de Niamey et dont le cœur de la mission est l'accompagnement des forces armées nigériennes dans la zone des 3 frontières dans leurs opérations contre les GAT et principalement contre l'EIGS. Cette livraison par air a permis la livraison de 20 tonnes de fret, rations, eau et carburant. Ensuite, un mot sur une opération menée par Takuba qui continue à agir. Donc les task groups de Takuba conduisent des missions de sécurisation dans leur zone de déploiement. Ces opérations sont coordonnées avec les unités FAMA présentes dans les secteurs, notamment les ULRI qui ont été formées par Takuba et accompagnées par Takuba jusqu'au 17 février dernier. Ces opérations ne sont plus conjointes et il n'y a plus de formation au profit des FAMA. Donc on a une opération de reconnaissance qui a été conduite au sud-est d'Assongo le 12 mars, au cours de laquelle le TG franco-estonien a neutralisé 11 terroristes qui ont pris à partie le task group, qui a une action de combat qui a été engagée, et 11 terroristes ont été neutralisés. Une dizaine de motos, d'armements légers d'infanterie et d'équipements de combat et des moyens de communication ont été saisis ou détruits. Donc les opérations se poursuivent contre les groupes armés terroristes. Voilà pour la partie BSS. Je signale, mais tout le monde l'a vu, la décision ce matin des autorités maliennes de suspendre la diffusion de RFI et France 24, même si ça ne touche pas directement les opérations militaires, ça nous concerne puisque ça impacte directement le champ informationnel dans lequel nous sommes, nous, la France, l'objet de nombreuses attaques. Ça, c'est la carte qui vous indique globalement là où on en est. Je ne vais pas tout détailler, vous savez déjà tout. Suivante. Donc je vous signale simplement le GAN qui opère en Méditerranée. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'a dit Madame l'ambassadrice. Donc au cours des derniers jours, le GAN, c'est-à-dire du 10 au 16 mars, le GAN a réalisé des missions d'alerte avancée avec les E2C, les OCAI, et 9 missions de défense aérienne par les Rafales marines. Les OCAI, en fait, ils permettent de faire une sorte de contrôle aérien au-dessus de la partie Europe centrale, et donc de voir ce qu'ils volent. Et si on a engagé des OCAI, notamment au-dessus de la Croatie le 12 mars, c'était suite à la chute de 2 drones, et c'était pour apporter une forme de réassurance au profit des autorités croates, pour qu'on ait un moyen de détecter l'arrivée éventuelle d'objets non identifiés dans le ciel croate. Le GAN, il travaille toujours avec l'USS Truman. Ils font ce qu'on appelle des Dual Carrier Operations. Et ils se répartissent même dans le cadre des ATO, c'est-à-dire de la planification des vols qui est organisée par l'OTAN. Ils se répartissent les créneaux entre avions français et avions américains pour assurer les missions de défense aérienne au-dessus de la Roumanie. Aujourd'hui, il y a une Tri-Carrier Operation, puisque au porte-avions français et américain s'est joint le porte-aéronef italien Cavour, qui opère dans la même zone d'opération. C'est une opération de coordination qui avait déjà eu lieu les 5 et 6 février. Voilà pour le GAN. Sur la partie Roumanie. Donc le bataillon, la mission Aigle, le bataillon Aigle s'installe. Actuellement, ce qui est fait, donc je rappelle qu'il est placé sous les ordres de l'OTAN, du GFC Naples. Et ce qui est fait, c'est une phase ce qui est conduit actuellement, c'est une phase de reconnaissance et de préparation d'intégration dans les plans de défense roumains. Tout comme le bataillon IFP Lynx en Estonie est intégré dans le plan de défense estonien, si jamais le plan de défense est activé et que la décision est prise d'engager le bataillon britannique, donc le bataillon se déploie dans ce cadre du plan de défense, on prépare la même chose pour la Roumanie. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais en tout cas on s'y prépare. Je signale la visite hier de la ministre de la Défense belge, puisque nous avons 300 Belges qui sont engagés aux côtés des soldats européens dans le bataillon Aigle. Suivante.
Au-dessus de la Pologne, on poursuit les missions aux ordres d'ERCOM, donc l'état-major de l'OTAN qui est chargé de coordonner toutes les missions de surveillance et de défense aérienne au-dessus de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. On continue les missions de CAP, c'est-à-dire de défense aérienne, avec 21 missions Rafale à partir de Mont-de-Marsan depuis le 24 février. Et cette semaine, 2 missions de détection et de contrôle avec des E-3F conduites par l'armée de l'air et de l'espace. Sur l'Estonie, donc, on a déployé donc le plot chasse 4 Mirage 2000-5 dont je vous ai parlé la semaine dernière est déployé, est arrivé depuis le 13 mars sur la base d'Amari en Estonie. Il y sera jusqu'au 1er août 2022. Mission EAP, NSR Policing, mission de police du ciel et de défense aérienne au-dessus de l'Estonie. On a 4 Mirage 2000-5 qui sont exclusivement dédiés à la défense aérienne. Ils appartiennent au groupe de chasse 1-2 Cigogne, qui est spécialisé dans les missions de supériorité aérienne, de défense aérienne et d'escorte. Il y a une centaine d'aviateurs qui sont déployés aux côtés des 6 pilotes de Mirage. Et donc ils vont alterner jusqu'au 1er août des missions d'alerte et des missions et des exercices d'entraînement au niveau régional. Parallèlement à ça, on a l'arrivée aujourd'hui de la compagnie de chasseurs alpins qui va assurer la continuité de la présence de la composante terrestre dans le dispositif IFP au sein du bataillon britannique. Donc, je rappelle que normalement la mission Lynx prenait fin le 15 mars. Compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, il a été décidé de la prolonger. Et donc on déploie une compagnie de chasseurs alpins, 200 chasseurs alpins environ, compagnie qui est comment dire, spécialisée dans le combat d'usure, c'est-à-dire le combat derrière les lignes ennemies, et spécialisée dans l'engagement dans les milieux difficiles, notamment dans des conditions hivernales. Et donc cette compagnie, elle s'intègre dans un bataillon dans lequel il y a des Britanniques, une composante danoise et donc la composante française. Un mot sur la mission Narval, toujours sur la partie est européen. Donc on a la frégate multimission Languedoc qui est engagée en mer de Norvège, qui assure actuellement la direction de la lutte anti-sous-marine de la force interalliée participant à l'exercice Call Response 22. Je reviendrai rapidement dessus. Elle coopère avec plusieurs porte-aéronefs, navires amphibies, destroyers, sous-marins d'attaque, avions de chasse et avions de patrouille maritime dans cette zone. Ça fait 2 mois que la frégate Languedoc est déployée en environnement arctique et la Marine nationale assure une présence quasi permanente dans cette zone qui est jugée stratégique. Suivante. Sur la partie exercice, qui a aussi son importance parce que c'est ce qui permet de marquer la détermination et la crédibilité, c'est gagner la guerre avant la guerre. Un mot sur la fin de l'exercice Brian Jump, qui prend fin ce jour, avec fin de l'exercice marqué par la visite d'autorité du Conseil militaire de l'Alliance et du commandant du JFC Bronsum, qui est en charge de la NRF 2022. Donc pour la France, Brian Jump, c'est 2000 militaires projetés en Norvège entre le 7 et le 9 mars avec des avions A330. Et le contrat, c'était de projeter en moins de 5 jours un groupement tactique interarmes en Norvège en s'appuyant sur des moyens logistiques français et alliés, et ça a été pleinement rempli. Et comme on a des troupes qui sont déjà présentes en Norvège, on bascule sur l'exercice Cold Response qui va rassembler 35 000 militaires de 27 nations. Et là, la France engage 3200 soldats, 3200 militaires, 400 véhicules, 2 bâtiments de la Marine nationale, un Patmar, pour participer à différentes séquences d'exercices qui sont tournées vers la lutte contre un engagement de haute intensité contre un ennemi cinétique. Voilà ce que je pouvais vous dire du point de vue des opérations. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Bonjour, Franck Cognard de France Info. Je voulais revenir sur Barkhane et le Mali. Au-delà du désengagement et des opérations qui continuent, quelle analyse, depuis l'annonce du retrait, vous faites du climat sécuritaire au Mali et quels indices vous amènent à penser ce que vous pensez ? Alors, je vais commencer par les indices. On va être factuel. Ce qu'on observe depuis une dizaine de jours, 2 semaines, c'est une forme de recrudescence des attaques des GAT, mais pas forcément que dans la zone des 3 frontières. Ça, c'est le premier constat, j'y reviendrai. Le deuxième constat, c'est ce qui a été mis en avant par Human Rights Watch, c'est les accusations d'exaction
contre les FAMA et contre les mercenaires de Wagner, en particulier dans la zone frontalière avec la Mauritanie. Et le troisième constat, c'est pour nous une relative liberté d'action, c'est-à-dire qu'à ce stade, on n'a pas fait face à une opposition par rapport à ce qu'on doit faire pour ce qui concerne le désengagement du Mali. Et une bonne coordination avec les forces armées maliennes. En tout cas, on n'a pas eu de problème. Donc sur le premier constat, effectivement, il y a une forme de recrudescence d'activité des GAT, notamment dans le centre du Mali, et qui répond peut-être à l'opération Kélétigui, qui est l'opération majeure lancée par les FAMA, dans laquelle sont insérés des mercenaires de Wagner. Maintenant, c'est un fait public, donc on peut en parler ouvertement, et qui correspond à un effort dans la région Mopti-Sévaré, qui déborde jusque la frontière avec la Mauritanie. Et donc, on a une recrudescence d'action GAT contre ces FAMA. C'est descendu jusqu'à Mondoro, puisqu'ils ont eu, a priori, une 50aine de tués. Et on peut imaginer que c'est un effet écho à la phase un peu offensive des FAMA accompagnés par les mercenaires. Et là, les GAT essaient de reprendre l'offensive, en tout cas de préserver une forme de liberté d'action et de préserver leurs acquis territoriaux et de montrer qu'ils ne vont pas se laisser faire. Dans la zone des 3 frontières, on voit que le IGS redevient actif et je pense que ça correspond en partie au fait qu'on a levé le pied en termes d'opérations conjointes et que les unités maliennes ne sont pas encore capables seuls, ce qu'on a toujours dit, de mener des opérations seules contre le IGS et de maintenir cette pression qui avait permis de tenir le IGS à un niveau qu'on considérait comme maîtrisable. Pour ce qui concerne les exactions, je passe sur toutes ces photos qui circulent. Je pense que c'est un fait et que ça crée un climat, enfin la dénonciation des exactions par Human Rights Watch a des impacts sur la façon dont nous on conduit nos opérations parce que ça crée un climat qui n'est pas forcément très propice dans le champ informationnel. Et la preuve, c'est ce que j'ai dit, France 24 et RFI qui arrêtent d'émettre, enfin à qui on a demandé d'arrêter d'émettre, c'est certainement dans une certaine mesure une forme de réponse pour lutter contre le fait de dénoncer toutes ces exactions. C'est une réponse de la junte, qui doit donc se trouver dans une forme de déséquilibre. Et le troisième point, c'est que pour l'instant, nous, il n'y a aucune entrave dans nos opérations. Et qu'on a toujours dit que ça se ferait en sécurité, en bon ordre, et qu'on ne laisserait pas quelqu'un se mettre en travers du déroulement de ces opérations. Colonel Daphné Benoît de l'AFP, j'ai 2 questions pour vous. Tout d'abord, vous avez évoqué le fait que vous prévoyez de rétrocéder la base de Gossi au FAMA. Est-ce qu'il en sera, donc à quel horizon, et en sera-t-il de même pour Ménaka? Et deuxième question, ça va me revenir, oui. La ministre, aujourd'hui, dans un discours, évoquait le fait qu'il sera sans doute difficile d'utiliser à terme, de continuer à utiliser les Antonov pour des raisons de maintenance en Ukraine, qui sont plus possibles. Est-ce que vous prévoyez quand même de pouvoir les utiliser jusqu'au terme des engagements maliens? Merci. Alors, sur les emprises, ce qui est actuellement planifié, donc Gossi, on va le quitter dans les prochaines semaines. Je ne vous donnerai pas de date parce que autrement ça va devenir contractuel et en plus je vais donner du renseignement au GAT. Mais c'est dans les prochaines semaines. Et ce qui est planifié pour l'instant, c'est de transférer Gossi et Ménaka au FAMA, et Gao, ce sera soit les FAMA, soit la MINUSMA. Parce que vous savez qu'il y a un renfort tchadien qui doit se déployer au sein de la MINUSMA et qu'une partie pourrait, au conditionnel, aller à Gao. Au conditionnel parce que ça fait l'objet de discussions. Sur la partie Antonov, à ce stade, on ne voit pas d'entrave à court terme sur l'utilisation des Antonov. Et ce qu'on a déjà dit, c'est que tout ce qui concerne le transport stratégique par gros porteurs, on a certes les Antonov, mais aussi on a des alliés qui ont des C-17 et qui nous ont fait des offres de services. Et on a aussi des capacités nationales avec les A400M, même si ça n'a pas forcément à voir, mais en termes de capacité, mais c'est quand même appréciable. C'est un vrai game changer en termes de transport. Mais j'en profite pour rappeler que l'évacuation des matériels, le désengagement des matériels du Mali sera multimodal et que ça sera aussi bien par convoi routier, à la fois civil
et militaires ou civilo-militaires, et ça sera aussi par voie aérienne, et tout ça par voie maritime une fois que ça atteint les grands ports de la côte d'Afrique de l'Ouest. Alors bonjour mon colonel. Justement, peut-être que vous auriez des informations à ce sujet sur la frappe sur la base de Yavoriv, donc sur la Légion internationale ukrainienne. Est-ce que on a la confirmation qu'il y a eu des volontaires français qui sont morts, une confirmation officielle, puisqu'il y a des témoignages qui sortent de ci, de là. Et le cas échéant, qu'est-ce qui va être fait par les autorités françaises concernant par exemple le rapatriement des dépouilles, voilà. Je n'ai aucune information, et très sincèrement, sur la présence ou pas de Français là-dessus. J'ai aucun commentaire à faire, vraiment. Voilà. Réponse courte. Bonjour, mon colonel Merrier Lacraffray, indépendant. J'avais 2 questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Est-ce qu'il est public d'ailleurs le nom du chef du bataillon Aigle? Est-ce qu'il a été publié? Est-ce que vous pouvez nous le donner? Oui, c'est le colonel Vincent Minguet qui commande le 27e bataillon de chasseurs alpins. Vincent Minguet. Oui. D'accord. M-I-N-G-U-E-T. Et alors, deuxième question, c'est sur les chiffres sur le front Est, qui n'en est pas un, mais qui en est un quand même. Il y a des chiffres en fait qui concernent les 3200. J'imagine que ça va s'arrêter assez vite dans les semaines qui viennent. À la fin de l'exercice. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, à combien estimez-vous, résumez-vous le nombre de militaires français qui sont déployés de manière permanente aujourd'hui? Il ne l'était pas hier. Et puis, pouvez-vous nous rappeler le ratio que vous appliquez, un militaire sur le terrain, combien à peu près de sollicitations? Mais si, il y a un ratio. Pour un militaire déployé, vous avez à l'arrière, dans toute la chaîne, vous avez un effort que vous... Voilà, il y a un ratio pour mesurer cet effort. Voilà, ça m'intéresserait de l'avoir à nouveau. Merci. Alors, au niveau des chiffres, vous savez que j'aime pas les chiffres parce que par définition, ils sont toujours faux. Mais je vais quand même essayer. Alors, on a 8000 militaires français qui sont en alerte dans le cadre de la NRF 22. Vous savez que la France, depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2023, commande la force de réaction rapide de la NRF. Et donc, on a 8000 militaires français qui sont engagés dans ce cadre. Et c'est d'ailleurs dans cette NATO Response Force de réaction rapide, qui a été prélevé le bataillon qui est déployé en Roumanie. En termes de militaires aujourd'hui mobilisés dans le cadre du renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe, on est à environ 4500. Parce que j'inclus le GAN, qui est pleinement engagé. Ben oui, mais il participe. Donc on est à peu près 4500. Et là-dedans, vous mettez les gens de Col Response ? Non. Ben, Col Response, c'est un exercice, c'est pas une mission opérationnelle. On va pas faire d'épicerie, monsieur Raff. Non, c'est pas mon genre, je vous rassure. Ouais. Juste 4500, moi j'ai compté 350 en Estonie, ou même mettons 500 si vous voulez, sans pour faire l'épicerie, puisqu'il y a 200 en plus. Roumanie 500, donc le GAN 1200, 1300, non, vous êtes loin du compte. Vous êtes loin du compte. Ouais. C'est quoi la suite? Je laisse le chef du Sherpa Marine. 3000? Ah oui, quand même, ok. Oui, on arrive. Ok, c'est bon. Et alors, sur mon petit ratio, non, vous voulez pas répondre? Non, mais en fait, votre ratio, il n'y a pas de chiffre. La semaine dernière, je crois que quelqu'un m'a posé à peu près la même question, là. Mais il y a pas. Normalement, c'est 1 pour 3. C'est-à-dire que vous avez un combattant, 3 logisticiens. Mais dans l'armée américaine, c'est 1 pour 10. Un combattant, 10 logisticiens. Et là, pour un déploiement de ce type, je peux vous dire 1 pour 3. Mais je pense que ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc vous diriez que c'est quand même un effort important? Ah oui, on est d'accord. Oui, c'est assez clairement un effort significatif. D'accord. Oui, c'est clair. Oui. Et aussi bien en termes d'hommes qu'en termes de capacité mobilisée. Je pense aux avions de chasse, je pense aux capacités de l'armée de terre, je pense aux GAN. Oui, c'est un effort significatif, bien sûr. Merci. Philippe Ricard pour Le Monde. Juste peut-être sur ce que vous observez des mouvements de troupes russes en Ukraine. D'abord, à Dniepr, autour de Dniepr, les mouvements que vous pressentez, différentes armées. Dniepro, ouais, c'est ça. Vous avez un vague calendrier en tête. C'est sur quoi vous fondez-vous pour pressentir ces mouvements? En fait, là, je vais vous faire une appréciation vraiment très personnelle. Parce qu'on n'a pas l'ordre d'opération. Si tant est qu'il décide de concentrer sur Dniepr, ça prendra au moins, sur Dniepro, ça prendra au moins plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'il faudra faire une préparation
du champ de bataille, c'est-à-dire faire du renseignement, effectuer des frappes, préparer une action terrestre. Il va falloir qu'ils fassent bouger leurs unités, que les Ukrainiens ne les entravent pas dans leurs mouvements. Ensuite, là, ils sont clairement dans une phase de recomplètement et de régénération logistique. Donc je pense que c'est une affaire d'1 à 2 semaines. Parce qu'à l'inverse, ils ne peuvent pas trop tarder, parce qu'au plus ils tardent, au plus ils consomment de la logistique, au plus ils usent leurs unités, et au plus ils consomment aussi ce qu'on qualifie de force morale. C'est-à-dire que leurs unités, déjà, elles ont été, à mon avis, bien impactées. Donc, vous voyez, on est potentiellement 1 à 2 semaines, mais peut-être que dans 3 semaines, je vous dirais, on n'y est toujours pas, parce qu'on n'a pas vraiment on n'arrive pas vraiment à... Il n'y a pas vraiment de rythme dans leurs manœuvres. Ils ont été entravés dès le début. Ça a cassé l'effet de surprise, l'effet de sidération qu'ils ont sur lequel sans doute ils escomptaient. La logistique les a cloués sur place parce qu'ils avaient sous-estimé leurs besoins logistiques. Donc maintenant, c'est un peu compliqué. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer vers Dniepro. Et surtout d'un point de vue militaire, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que ça permet de cisailler en deux, de couper en deux l'armée ukrainienne, et ça a un vrai sens au niveau opératif, au niveau militaire. C'est-à-dire que là, l'armée ukrainienne, elle est dissociée, et je pense qu'après, c'est vraiment très, très compliqué pour les Ukrainiens. Merci. Et alors, autre question, c'est sur la garde nationale. Vous mentionniez des unités de la garde nationale autour de Kherson, enfin dans le sud. À Kherson, oui. Ouais. Là, il s'agit plus de maîtriser l'occupation, on va dire, qui n'est pas si simple à maîtriser. Oui. Il y a combien de personnes de la garde nationale qui est sur place? Vous avez quelques détails? On pense que c'est de l'ordre du millier de soldats, mais c'est très compliqué à savoir. Et en fait, nous, on se fonde aussi sur les sources ouvertes et sur ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre, mais... ce qu'on voit, c'est des manifestations, c'est des unités de la garde nationale, et qu'on voit qu'en fait, la présence de soldats russes n'est pas forcément quelque chose d'accepté partout. Et vous vous souvenez, il y a eu des manifestations un peu dans d'autres pays, dans d'autres villes, pardon. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire. Parce qu'en fait, ça rejoint votre question sur Dniepro. C'est que quand on fait une manœuvre au niveau opératif, vous devez assurer ce qu'on appelle la sécurité de la zone arrière. C'est-à-dire que vous faites avancer vos unités, et derrière, il faut que vous soyez sûr qu'il n'y a rien qui va arriver derrière. Parce que vraiment, vous faites prendre assez facilement à revers. Et donc, tant que la région de Kherson n'est pas stabilisée, et qu'ils n'en ont pas vraiment le contrôle, c'est une gêne de plus pour mener leur mouvement opératif vers Dniepro. C'est pour ça que c'est très compliqué d'estimer la façon dont ça va se dérouler. Et en face, parce qu'ils sont quand même deux, pour faire la guerre, on est deux quand même. Pour la déclarer, on est tout seul, mais pour la faire, il faut être deux. Les Ukrainiens résistent, mais combien de temps ils vont résister? Dans quelle région? Ils sont capables de mener des contre-attaques au niveau local, au niveau tactique, mais ils n'ont pas la masse nécessaire pour mener des contre-attaques au niveau opératif ou au niveau stratégique. C'est-à-dire pour mener une grande contre-attaque qui repousserait les unités russes, par exemple, du nord de Kiev. Ça, ils ne peuvent plus faire, parce qu'ils sont trop étirés, ils n'ont pas vraiment de réserve. Enfin, du moins, c'est ce qu'on voit. Mais ils arrivent toujours ils ont détruit 15 hélicoptères sur la base de Kherson. Ils ont réussi à faire ça. Ils arrivent toujours à tirer de l'artillerie. Ils arrivent toujours à utiliser leurs avions. Ils ont toujours de la défense solaire qui est active. Donc, ils résistent. Ils sont plutôt bons. Pascal Saint, BFM Business, il y a une polémique qui s'installe sur une pénurie de munitions, sur un stock de munitions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu d'où ça part, comment et où on en est réellement? Moi, je vais répondre pour l'EMA, je laisserai le porte-parole répondre s'il veut compléter. Alors, cette polémique, pour nous, elle n'a pas lieu d'être. C'est comme la logistique. En fait, les munitions, on nous dit, on lit, il y a 3 jours de munitions. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, ça dépend de la manœuvre que vous allez monter. Ça dépend de la façon dont vous allez manœuvrer, et on en dira la façon dont vous allez consommer vos munitions. Si je mets tous les avions de l'armée de l'air en vol, je parle sous le contrôle du CONSP, je mets tous les avions de l'armée de l'air en vol, en ligne, et je leur dis tirez tout, c'est sûr que je vais pas avoir forcément d'efficacité, je vais perdre beaucoup d'avions, et en plus je vais consommer toutes mes munitions. Donc ça, le premier point, ça dépend de ce que vous faites. Et la façon dont vous utilisez. Le deuxième point, je vais citer le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées, dans sa vision stratégique. Ce qu'il dit, c'est il identifie 3 axes d'effort. Il y a la communauté humaine, il y a tout ce qui est capacité, organisation, et il y a l'engagement, la préparation opérationnelle. Et ce qu'il dit, c'est que les armées françaises, elles doivent être capables de remplir seules les missions qui leur sont données par le chef de l'État, chef des armées. On doit être capable de le faire. Mais elles ont naturellement vocation à s'engager
dans une coalition ou avec des partenaires. Donc ça veut dire que on ira. Enfin, je pense pas qu'un jour on aille contre un gros pays type Chine ou Russie tout seul. Donc notre manœuvre, elle s'inscrira dans le cadre d'une coalition. Donc vous voyez, tout ça pour dire que oui, il y a sans doute des difficultés qui sont identifiées, il y a des mesures correctives, mais ça c'est plus mon domaine. Mais nous, d'un point de vue militaire, d'un point de vue opération, si on nous dit d'y aller, on ira, et on montera la manœuvre en fonction de la logistique. Et ça vaut aussi pour l'essence, ça vaut aussi pour tout. Et regardez, l'exemple de l'Ukraine est un bon exemple. Une armée de 150 000 hommes qui construit mal sa manœuvre en fonction de sa logistique, elle s'arrête. Pourtant, je pense qu'ils ont des munitions et je pense qu'ils ont de l'essence quelque part. Ils produisent du pétrole. Mais ça a été mal pensé. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Évidemment, je rejoins le colonel Yanni. Déjà, on agit régulièrement en coalition, donc c'est à cette échelle-là, à l'échelle d'une coalition, qu'il faut réfléchir à la question de la dotation en munitions d'une part. D'autre part, deuxième remarque, la France est dotée de la dissuasion nucléaire. C'est aussi le moyen d'éviter des conflits de haute intensité sur le territoire national, et donc c'est à cette aune-là qu'il faut réfléchir ce problème. Et puis ensuite, pour être peut-être plus concret, je rappelle qu'en 2021, quand on a actualisé la loi de programmation militaire, on a fait un effort supplémentaire par rapport à ce qui existait par ailleurs, en matière de munitions, à hauteur de 110 millions d'euros. Je n'ai pas les chiffres précis sous les yeux, mais c'est de l'ordre de au moins 10 000, voire plus, obus de mortier de 120 mm, des obus de 100 mm et de 76 mm pour la marine. On a relancé une filière industrielle de munitions de gros calibre, suite à des difficultés à l'export que rencontrait cette filière, et on a commandé des dizaines de milliers d'ébauchés de corps d'obus, on a commandé des kits de guidage. Donc, de toute façon, il y a un certain nombre de choses dont on ne vous donnera pas le détail, parce que c'est tout simplement classifié. Mais c'est faux de dire que ce problème-là n'est pas pris en compte. Il est pris en compte et il faut, je crois, dézoomer un petit peu cette question des stocks de munitions à l'aune de 1. Agir en coalition, 2. La dissuasion et 3. Des efforts significatifs qui ont été faits dans le cadre de la LPM et singulièrement depuis 2021 avec cette actualisation et 110 millions d'euros de plus sur les munitions. Voilà. Alors, encore peut-être 2 ou 3 questions pour le colonel Yanni, et puis on va conclure le point presse. Mon colonel, une question de monsieur Jean-Marc Tanguy. Oui, c'est comme d'habitude un ensemble de questions, mais rapide. Qui fournit les 250 chasseurs alpins de Lynx? Vous n'avez pas donné le bataillon de chasseurs alpins qui est concerné. Je voulais savoir aussi quand est-ce qu'on pourra interagir avec le SEMA. On imagine qu'il est très occupé, mais comme sa parole est rare, ce serait important qu'on puisse également l'entendre, comme les députés hier. Et j'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire par les conséquences de l'arrêt de RFI et de France 24. Et dans ce cas, si ces médias vous manquent, pourquoi ne pas avoir fait ce constat quand, par exemple, les reporters ne pouvaient pas aller à Gao pour des reportages sur Barkhane ou sur la base de l'armée de l'air? J'ai pas bien compris, en fait, pourquoi RFI et France 24, ça posait problème et pas les autres médias. Merci. Monsieur Tanguy. 1. 7e bataillon de chasseurs alpins. 2. La parole du SEMA est rare, donc elle est chère. 3. RFI et France 24 sont allés à Tessalit, Kidal, Gao. Et on espère les emmener très bientôt à Niamey. Et pourquoi pas les ramener à Gao. Ils font l'objet de toute notre attention. Non, je parlais des autres médias, pardon. On a compris que RFI et France 24 avaient toute votre attention, mais je parlais aussi des autres médias. Vous savez, les autres. Ouais, je vous propose de continuer ça tous les deux parce qu'on va pas, je vais pas vous dire tous les médias qu'on a envoyés un peu dans la BSS au cours des dernières semaines et des derniers mois. Mais oui, on fait un effort, monsieur Tanguy, vous le savez. Oui, une question? Mon colonel, également une question de Anne Bauer. Oui, oui, bonjour, je voulais savoir ce que vous pensiez, en quoi ce serait un game changer ou pas. D'envoyer des systèmes anti-aériens S-300, bulgares, slovaques, je ne sais plus quel est le troisième, comme il en est question, puisqu'on a abandonné la piste MiG-29 et que maintenant on repart sur une piste défense anti-aérienne livrée à l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des enjeux?
Je ne vais pas vous répondre sur le plan politique, je vais simplement vous faire une réponse purement militaire. Quand vous disposez de S-300 sur un territoire, vous interdisez l'espace aérien et donc vous créez une bulle de sécurité au-dessus de vos forces terrestres et vous pouvez manœuvrer comme vous voulez au niveau, dans le domaine terrestre, puisque vous êtes protégé par rapport à la menace aérienne. C'est en ça, à mon avis, que c'est considéré comme un game changer. Est-ce qu'il vous paraît réaliste que les Américains donnent des patriotes aux Slovaques en échange du don des Slovaques aux Ukrainiens, si je puis dire? Où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on arrive dans cette limite juridique de la livraison d'armes ou de la participation en tant que belligérant? Je ne pense pas que ce soit à moi de répondre à cette question. Je pense que c'est possible, mais après, pour l'interprétation, je laisse ça aux diplomates. D'accord. Une dernière question pour le colonel Yanni? Non? Très bien. Merci infiniment, mon colonel. On rentre à partir de demain, vous le savez, en période de réserve électorale. C'est 3 semaines avant le premier tour. Ça veut dire que nos modes de communication seront probablement plus circonscrits et un peu adaptés. On vous parlera du plus qu'on peut, évidemment, mais dans des limites que nous ne fixons pas nous, qui sont fixées à l'échelle du gouvernement. Et donc, voilà, on continuera évidemment à vous parler, mais ne vous étonnez pas qu'il y ait des adaptations qui soient faites. C'est ce qu'on nous demande. Voilà, merci à tous et bonne fin de semaine. À bientôt.